Ma vie en rose. Je pose des questions, tout le monde parle, tout le monde a des choses à dire, à raconter. Écoutez comme leurs histoires sont belles et touchantes. En 1999, Christophe Herral est recommandé par Hubert Chevillard à Michel Ancel pour son jeu Beyond Good and Evil, et plus tard Rayman. Il nous raconte aujourd'hui comment il est devenu compositeur de musique de jeux vidéo depuis 25 ans chez Ubisoft et nous explique la complexité de son travail de création. Moi, vous savez, il y a plein de gamins qui reprennent ma musique, mais j'adore ça parce que c'est comme le jazz. Il y a des standards et puis les gens reprennent les thèmes et puis ils les jouent, les transforment, les explosent et moi ça me ravit. Je reçois vraiment beaucoup de petits messages sur Insta ou sur Facebook, des choses comme ça, de gens qui sont, alors ça peut être des Indiens, des Américains, des Brésiliens, enfin qu'importe, des gens qui disent « Ah merci, j'ai grandi avec vous et ça me fait devenir super vieux ». Je m'appelle Christophe Herral, j'ai 63 ans. Et je suis compositeur de musique. Ça, c'est sûr que ne venant pas des... Je vais employer un mot qui est terrible, mais de clichés de la musique de jeu, parce que je n'avais pas assez de références moi-même. J'aurais pu dire, ah oui, mais non, je vais faire comme... Non, je suis allé en me disant, je vais faire comme moi, je le pense que ça serait bien. Ce que j'ai appris, surtout, c'est pas tellement à jouer, mais c'est à utiliser le moteur du jeu. Que peut-on faire avec la technique ? Parce que quand même à Ubisoft, il y a une particularité, c'est que les ingénieurs sont sur place et fabriquent le logiciel. Donc on peut leur demander quelque chose et ils décident de oui ou non de le mettre dans le logiciel final, mais vous pouvez développer des capacités, quoi. Et c'est ce qui s'est passé parfois, c'est détourner des choses, parce que ça me plaisait trop de comprendre ce qu'on pouvait arriver à faire avec ce logiciel, qui est le logiciel général. C'est celui qui gère l'image, qui gère la lumière, qui gère l'animation, qui gère le son, la musique, tout. Encore une fois, c'est une des nouveautés du jeu, bien sûr, entre autres. Ce sont les fameux niveaux musicaux. Je vais vous montrer celui-là. Et donc, je me tais et je vous laisse apprécier. Et voilà. Celui-là, il fait partie des petits trucs que j'aime bien, vraiment. Alors je vais pas vous les montrer tous. Je vous laisse une fois de plus le plaisir de la découverte, parce qu'il y en a d'autres qui sont bien. Alors le jeu, il se fabrique en même temps que ce que vous êtes en train de faire. C'est ça qui est la intéressant. Musique et le jeu. Oui, tout est lié. En fait, le développement d'un jeu, ça peut être entre 6 mois pour un tout petit jeu, jusqu'à 4 ans, voire là, on va dire 8 ou 9 ans de pré-production. On n'est même pas rentré en production. Et là, c'est quoi le futur jeu ? On a le droit de le dire ou pas ? Ah oui, le futur jeu, c'est Beyond Good and Evil numéro 2. C'est la suite du premier pour lequel j'avais été appelé. C'est un jeu qui prend beaucoup de temps parce que à l'intérieur d'un studio de jeu, c'est une vie comme on rencontre dans une famille, comme on rencontre dans une micro-société, avec des choses qui avancent, qui stagnent, qui partent dans une mauvaise direction, avec des gens qui n'ont pas le bon visu, objectif.
l'avant, va en arrière. Comment vous concevez cette musique pour pas qu'il soit perdu ? Si par exemple il va d'un niveau 1, il triche, il passe au niveau 3, Ouais. c'est possible ? Non. Ah bon ? Il y a une sorte de Ça se non, voit que je joue pas du tout. Non, si, il peut passer au 2 en allant au 3. Sauf que peut-être que dans le 2, il y a le 2 petit a, le 2 petit b, le 2 petit c qui va pouvoir lui donner la possibilité d'avoir accès au niveau 7 quand il y sera. Donc, un jeu, c'est aussi à la fois comme un bouquin, mais on ne peut pas aller franchir certaines étapes. Il faut récolter des éléments qui vont nous permettre plus tard de... Bon, après, il y a les jeux comme Tetris. Là, là, vous voyez tomber des carrés et des barres pourvu qu'il y ait 4 petits carrés. Et donc là, il n'y a pas d'enjeu à part la difficulté ou la vitesse de descente des objets. Mais dans un jeu narratif, il faut bien que vous ayez la possibilité d'apprendre tout dont vous avez besoin pour aller plus loin. Enfin, c'est un peu comme si vous partiez dans le désert sans passer par un magasin pour acheter une gourde, des chaussures, un truc pour vous protéger du soleil, tout ça. Vous allez faire 4 mètres, vous allez tomber, vous allez mourir. Mais musicalement, vous enrichissez la musique à mesure qu'on avance ? Alors, ça dépend. Enrichir, je ne sais pas si on peut parler d'enrichir. Elle peut évoluer en fonction de la manière avec laquelle le joueur va aborder le jeu. Donc, il y a une partie qu'on peut faire facilement dans un jeu. Mais en fait, il nous manquera toujours une petite gourde ou un truc pour couper la faim si on veut aller dans le désert. Donc l'idée, c'est que la musique va évoluer peut-être parce qu'on enregistrera les musiciens par strates. C'est-à-dire, par exemple, si on parle d'orchestre classique, orchestre Berlioz, on peut très bien dire, tiens, on peut garder que les bois, enregistrer les bois, les cuivres, le piano, machin, les percussions, et puis après les cordes. En fonction de la manière avec laquelle on va déambuler dans le jeu, on va peut-être avoir l'ouverture plus ou moins forte ou même d'ouverture de pistes audio pour agencer la flûte avec les cordes. Un peu plus tard, les percussions avec le piano, etc., etc. Donc ça veut dire qu'aucun joueur ne va écouter la même musique quand il joue. Après, on peut la fixer, ça c'est sûr, mais pendant le jeu lui-même, chacun... Mais comme il pose sa caméra dans le jeu, c'est-à-dire il est aussi le co-réalisateur. S'il a envie de regarder, il prend la caméra comme vous dans votre vie, quoi. Enrichir, c'est pas le bon mot, c'est évolution. Elle va évoluer et elle va évoluer constamment en fonction on va prendre un exemple aussi un peu stupide, s'il y a un gros monstre derrière vous. Nous, on renseigne les éléments qui sont derrière, parce que les éléments qui sont derrière, c'est nous qui allons nous retourner. Mais au cinéma, vous ne pouvez pas faire ça. Si vous vous retournez, vous avez le mec qui est en train de manger ses pop-corn derrière vous. Là, on tourne la caméra et puis il y a un gros machin qui veut vous manger. Et donc, nous, on a vraiment aussi musicalement accès à tous les canaux de musique de diffusion. Voilà, ça c'est intéressant pour l'écriture elle-même. Et puis après, bien sûr, si vous commencez un combat, le logiciel va appeler une musique de combat. Voilà, immédiatement. C'est-à-dire que le logiciel, avec le joueur et avec nous, co-réalise le jeu. Ok. En fait, c'est que je me dis, en passant par là, c'est forcément du progrès. J'ai plus de pizza ? Si. Oh, putain, c'est ma dernière. Oh. Où tu vas, Jade? Je vais jeter un œil par là-bas. Bon, d'accord. Bon, je suis coincé ici, moi. Sois prudente! Te fais pas de bile. C'est un jeu intelligent. Il est tellement avec un tel flow. Je t'ai dit que c'était par là. Bien reçu, Shawnee. Pour par exemple ce jeu-là, ou un jeu précédent, vous avez réalisé combien d'heures de musique ? Je sais pas, un jeu, ça peut être
3-4 heures de musique originale, mais dans laquelle on va pouvoir, par ce que je viens d'expliquer, étendre la musique à peut-être 10 heures. Avec en fait quelque chose qui fait 1 minute, on peut facilement en fabriquer 3 ou 4. Ça veut dire que quand on écrit, c'est pas comme la musique d'un film. Elle peut se dilater, on peut raconter une histoire avec la même musique, uniquement par du montage et par d'ouverture de pistes. Voilà. Oui, un jeu c'est à peu près ça, 3, 4, 5 heures. Moi, mon rôle, c'est d'essayer de donner une couleur qui n'existait pas avant. Pour mon anniversaire, j'ai eu un sous-bassophone. C'est un truc énorme avec un pavillon. Enfin, donc je sais plus. Bientôt, les instruments vont me chasser de chez moi parce qu'il y en a trop. Il y en a trop. Il y en a trop, puis du monde entier. Et ce que j'aime, c'est je joue pas à la manière, même quand le shakuhachi, je joue pas comme un mec qui a passé sa vie à jouer du shakuhachi. J'en joue comme je peux et je l'utilise un peu avec ce que j'ai envie d'y mettre dedans. Et c'est pareil pour les instruments asiatiques. C'est pareil pour les instruments africains. Et c'est vrai que ramener plein d'instruments comme ça, vraiment divers et variés dans des projets, ça permet d'embellir la chose. D'embellir, en tout cas d'avoir une sonorité qui n'est pas la même que celle du voisin. Dans votre tête, tout est réparti ou alors vous avez besoin de le visualiser ou comment vous rassurez les producteurs et les créateurs? Enfin, moi, ça me semble complètement fou, quoi. Ouais, mais comment vous savez ce qu'il y a dans ma tête? C'est ça que je demande. Non, c'est le bordel savoir. total. Non, c'est très compliqué. Et surtout, quand les projets sont un peu longs, vous travaillez sur plusieurs projets en même temps. Alors, quand c'est déjà un peu compliqué dans la tête par rapport à un projet, là, ce que je suis en train de faire, j'ai enregistré des instruments de musique que je trafique. Et ça, je vais le laisser reposer. Je vais d'abord les dérocher, comme en fait n'importe quel cinéaste, mais c'est du son. Je vais dérocher et puis je vais les agencer entre eux, faire des recherches. Puis ça va peut-être rester comme ça 2 mois. Il va falloir que je revienne dessus. Je dis, mais pourquoi j'ai fait ça? Voyons voir. Et puis, je dois, à partir de ça aussi, commencer à écrire de la musique qui va être un complément à tout ça. Donc, vous avez raison de dire comment je fais, mais ça fait partie des choses que je ne sais pas. Comment je fais, je n'en sais rien. Comment une mélodie peut m'arriver dans mon cerveau alors que je suis en train de faire la vaisselle ou étendre du linge. Je n'en sais rien. Ça fait partie des mystères. Mais ma pièce pour bosser, c'est un Capharnaüm. J'ai besoin de ça presque. Parfois, je suis obligé d'avoir comme un sentier pour arriver jusqu'à mon ordinateur parce que j'ai besoin d'avoir autour de moi un chaos absolu. Pour avoir les idées claires, en fait. Ça m'a rassuré parce qu'une fois, j'ai vu une photo de Albert Einstein et à côté, la photo du bureau d'un président de la République. Et sur celui-là, du président de la République, il n'y avait pas de papier. Et celui d'Einstein, c'était la bibliothèque nationale éparpillée aux 4 coins du bureau. Et ça me rassurait. Je ne sais pas pourquoi. Je pense qu'on n'a pas le même cerveau, mais peut-être la même façon d'éclaircir sa pensée avec quelque chose de chaotique autour. Quelles sont vos inspirations? Mes inspirations... Ou elles changent peut-être avec... Elles changent, elles peuvent changer. Obligatoirement des compositeurs qui m'ont fait grandir. Alors je pense on va partir à la base, de Bach, de Mozart. Et après, il y a un grand saut. Alors qu'aujourd'hui, je redécouvre à fond Vivaldi et même la musique romantique, Schumann. J'avais fait vraiment abstraction. Ça, c'est le violoncelle qui me remet l'oreille, qui me tire par l'oreille et qui me dit « t'es passé à côté de ça, t'as pas le droit ». Et voilà, après, j'ai grandi plutôt avec la musique américaine de Steve Reich, bien évidemment celle avant Varese, Stravinsky, Bartók, un peu plus tard Ligeti, mais aussi donc cette musique américaine, Steve Reich, essentiellement, pour lequel je voue une passion sans limite, parce que c'est quelqu'un qui me touche beaucoup dans sa démarche de compositeur, qui donne un sens à son travail. J'aime ça, moi, comprendre où il veut en venir. Et en fait, vous comprenez dans la vie du compositeur là où il voulait en venir. Et ça, on se dit, mais c'est bien. Bravo. Et puis voilà, parfois des choses aussi de musique
contemporaine que je peux écouter pour notamment la musique spectrale, enfin les gens qui travaillent sur la matière, hein, parce que je trouve intéressant le fait d'aller chercher dans l'instrument les limites et d'essayer de les transgresser. Voilà. Ça, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Est-ce que vous savez où vous voulez en venir ? À peu près. Ah oui, je sais où je vais en venir, c'est à Saint-Lazare. Je sais que je vais y aller. Musicalement Musicalement, ça dépend des projets. Il y a des fois, je me dis, je pars dans cette époque, par exemple. Ça me donne un point de départ. Après, bien évidemment, les choses ne bifurquent pas comme je voulais. Ça m'oblige à tourner, je sais pas, à droite ou à monter une côte alors que je voulais descendre et tourner à gauche. Mais ça fait partie du cheminement de la musique, en fait, ou de n'importe quel art. On ne sait pas où on va, mais on y va en étant sûr qu'on va y arriver, quoi. On va arriver un jour à pas grand-chose, mais seul. Quand est-ce que vous savez que c'est terminé, que c'est fini ? Quand vous composez une musique et vous dites, ça y est, là, c'est fini. Eh bien, c'est bon. C'est assez facile de savoir quand c'est terminé. Parce qu'en fait, c'est quand le film doit sortir ou quand le jeu doit être pressé. Donc, on a l'obligation de terminer à une heure précise. Mais c'est un peu comme quelqu'un qui fait de la course à pied. Il n'est pas obligé de partir quand le pistolet fait... Il part quand il veut. Bon. Après, il faut qu'il fasse un temps. Alors, il peut courir à fond les 4 derniers mètres. Souvent, c'est ce qui arrive, c'est la procrastination à outrance, c'est de se dire, oui, ben, quand même, là, il faut que je m'y mette, hein, aujourd'hui. Hein. Enfin, non, mais je vais... Et c'est exactement ce qui s'est passé avec un petit morceau de musique que je devais écrire pour mon groupe dirigé par Cyril Tricoire, un groupe de violoncellistes qui s'appelle À vos pupitres, qui va bientôt jouer à l'Opéra Comédie, le 25 mai, je crois. Enfin, à vérifier, hein, parce que je ne suis pas toujours très up-to-date. Et je devais écrire un morceau, et alors, donc on s'est dit ça, peut-être au mois de janvier. Alors, je me suis dit, ça va, j'ai le temps. J'ai le temps, mais sauf qu'après est arrivé du travail, et puis j'ai beaucoup travaillé mon violoncelle, et puis donc j'écrivais quelques phrases musicales, et puis je me disais, non, mais bon, ça me plaît pas. Vous savez, quand vous avez le choix du temps, ça vous plaît jamais, quoi. Quand... vous devez rendre votre travail le 10 mai et que vous êtes le 1er mai, vous n'avez pas la fête de travail. Vous dites non, il faut que je le fasse. Et l'urgence est quelquefois quelque chose qui peut motiver énormément les troupes à l'intérieur de vous-même. Donc vous êtes un créateur qui est efficace quand il n'a plus le choix. Eh bien, j'ai envie de dire, j'essaye d'être efficace tout le temps, mais je n'y arrive pas. Donc là, oui, je pense être efficace quand je n'ai plus le choix. Voilà. Qu'est-ce qui est le plus important dans votre travail ? Je crois que le plus important, ce sont les rencontres. Les rencontres avec les auteurs pour lesquels je travaille. C'est très rare quand ça ne devient pas des amis. Cette espèce de sorte de chose un peu... quelque chose de non-dit qui s'est passé et qui... moi, je donne beaucoup de moi. Je fais au mieux de ce que j'ai en magasin. Et... je crois que cette rencontre, elle est hyper importante. Elle est longue dans la vie aussi. C'est pas tous les jours que je vais appeler, je sais pas, Jean-François Laguilloni ou d'autres. Non, mais c'est comme des amitiés profondes. Ces rencontres-là sont hyper importantes. Les rencontres aussi avec les interprètes. Je parlais de Cyril Tricoire de Haro tout à l'heure, qui est le super soliste de l'Orchestre de Montpellier. C'est un ami. C'est pas pareil que certains réalisateurs ou certaines réalisatrices. C'est quelqu'un qui, lui aussi, a donné de la qualité de son interprétation. Il a donné, lui aussi, ça à l'œuvre, aux notes. Il a fait vivre des choses que j'avais écrites qui sont mortes. Des notes de musique sur un bout de papier, il n'y a rien de plus mort que ça. Il faut qu'il y ait une traduction. C'est un texte que si vous ne l'entendez pas dans votre tête, il n'existe pas. Ce ne sont que des petites pattes de mouche. Et comment ce mec avec ses 4 doigts arrive à transmettre avec son intelligence l'émotion qui peut trimballer dans ces 4 notes, voilà, c'est absolument génial. C'est des choses qui sont hyper importantes pour moi. Voilà. Mais comment ça se passe si ces personnes-là refusent une musique ? Ouais, quelquefois il peut avoir raison, quelquefois elle peut avoir tort. C'est
Si je suis sûr de ce que j'avance en disant mais non, je suis désolé, je pense que c'est ce qu'il faut. En tout cas, moi je pense que c'est la chose la prioritaire dans ma tête. À ce moment-là, il faut dire bon non, mais prends un autre musicien, tu t'es trompé, c'est pas grave. Mais quelquefois, j'entends tout à fait le ressenti. Nous, on a, je sais pas, dans notre écriture, on a une espèce de fougue comme ça. Mais quelquefois, on voit pas que ces fameux rêves, quand vous êtes comme ça dans une soirée, vous parlez, et puis en fait, vous avez oublié de mettre votre pantalon. C'est la même chose. On peut très bien ne pas voir les choses les plus importantes dans notre musique. Donc, à ce moment-là, on refait, bien sûr. Mais on refait dans une limite raisonnable. Sinon, après, on se perd. On se dit, mais pourquoi ? Mais qu'est-ce qui va pas ? Je comprends pas pourquoi ça va pas. Voilà. Et donc là, il faut arrêter, parce qu'il faut prendre un autre compositeur ou une compositrice qui, lui ou elle, va comprendre totalement ce dont il s'agit. Voilà. Quelquefois, le casting peut être mauvais. Alors, des conseils à donner pour les jeunes padawans qui veulent exercer ce métier, c'est peut-être de leur dire toujours, quand vous composez, mettez une énorme poubelle à côté de vous, parce que vous allez devoir jeter énormément de choses. Donc ça veut dire qu'il doit y avoir toujours une sorte de générosité hallucinante de propositions. Alors, quand je dis poubelle, le premier censeur, c'est nous. C'est les gens qui écrivent la musique. Donc, quand j'écris quelque chose, je n'hésite pas à le laisser reposer si, à la relecture, ça me plaît moins. Hop, juste à côté, il y a la poubelle et ça part à la poubelle. Et d'essayer de comprendre où est l'enjeu de la musique. Ça me semble être la chose la plus importante quand on travaille à l'image. Quel que soit le support, jeu vidéo, film, c'est pourquoi je dois écrire telle note de musique, pourquoi écrire de la musique en fait. Si on se pose cette question, je crois qu'on a gagné déjà beaucoup de choses. Si on ne se la pose pas et qu'on commence connement avant d'avoir compris là où on voulait aller, pour continuer la discussion de tout à l'heure, c'est... si on ne veut pas et qu'on se met bêtement devant l'image et qu'on fait dérouler l'image et on dit « Ah oui, c'est ça qu'il veut ». Non, c'est d'avoir une vision un peu lointaine de ce qu'on doit faire. C'est bizarre, hein. C'est comme si on devait valider avec un tampon, valider, apte, notre intention. Avant d'écrire quoi que ce soit, c'est de comprendre pourquoi on est là. Et quelle va être notre position, notre rôle dans cette histoire qui est racontée. Parce que finalement, un film, je sais pas, il y a plein de réalisateurs qui se passent de mettre de la musique, parce qu'on n'est pas obligé, c'est pas une obligation. Et il y en a qui en mettent partout, c'est pas non plus une obligation. Mais le cinéma américain nous montre à quel point la musique peut être envahissante, et donc être abîmée. Elle s'abîme elle-même. Donc au lieu de ça, comprenons d'abord comment donner la chose que le réalisateur ou la réalisatrice n'a pas su parce qu'elle n'a pas les clés ou il n'a pas les clés pour ça. Il y a cette espèce de sorte de palette pour peindre avec des couleurs que eux ne connaissent pas. Nous, on peut apporter ça. C'est ça qu'il faut apprendre.
apprendre la musique, il y a plein de choses, des écoles, des conservatoires, des profs, qu'importe, on s'en fout. D'écrire de la musique, on s'en fout, en fait. C'est écrire cette musique pour ce film qui est important. C'est pas la musique, c'est le choix qu'on aura fait. Voilà. La prochaine réalisation, on vous retrouve dans... Alors, dans un jeu dont je tairai le nom, et dans la suite de BGE2, qui est un chantier gigantesque, hein, c'est un gros machin. C'est un gros machin. Donc, dans ce machin-là. Donc, je ne sais pas quand, parce que je crois que personne, à part peut-être Madame Irma, est capable de dire avec certitude que ça va sortir en 2025, ou en 2026, ou en 2027, enfin bref. Mais ça sortira un jour, moi je ne désespère pas. Et voilà, donc ça, ce sont pour le moment des choses qui me préoccupent vraiment tous les jours. Et voilà, donc moi j'attends sagement que les choses progressent pour continuer à travailler. Là, je sortais de mon travail et je vais y retourner. C'est pour le jeu. Donc moi, je continue à faire de la musique pour le jeu. Mais véritablement, alors là, plus que jamais, il y a cette espèce d'interaction où moi, je peux proposer des choses et le jeu dispose de ses idées et puis va peut-être faire varier des petites choses en fonction de ce qu'eux, ils vont entendre. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à réaliser ce portrait sonore.